Dans la relation médecin-malade, le premier qui a modifié la vision que le médecin avait dans la consultation, c'est bien Michael Balin. C'est un médecin américain et psychologue humaniste spécialisé dans la communication. Donc, il a créé son école dans les années 70 qui s'appelle l'école de la communication Balin. Pour cette école, la relation médecin-malade n'est plus une rencontre entre un médecin comme un technicien et un malade comme un corps ou bien un organe. Donc, la relation médecin-malade, c'est une relation thérapeutique qui implique une rencontre de deux personnalités avec des sensibilités et des émotions propres, avec des espoirs et des attentes de chacun, c'est-à-dire un soulagement, une guérison pour le malade et reconnaissance, vérification du savoir pour soignant ou pour le médecin. Et donc, cette rencontre, c'est entre une souffrance et un savoir, ou bien un pouvoir médical, c'est-à-dire il y a deux points de vue inconciliables, une obligation de résultat vis-à-vis le malade et une obligation de moyens, mais pas de résultat vis-à-vis le médecin. Pour cette école, généralement, on parle de deux modalités relationnelles médecin-malade, le modèle délibératif et le modèle paternaliste. Le modèle paternaliste, le médecin possède le savoir médical, le pouvoir et l'objectivité. C'est le gardien de l'intérêt du patient. Il a la prise de décision pour et à la place du patient. Le principe de bienfaisance, il y a le devoir de prévenir le mal ou la souffrance pour le malade, le devoir de supprimer le mal ou la souffrance, le devoir de faire le bien ou de promouvoir le bien pour le malade. En revanche, dans ce modèle paternaliste, le patient n'est pas capable de décider pour lui-même. Le médecin a le savoir et est expert. Le patient est selon le médecin dans l'inhérence. Le patient doit accepter le modèle thérapeutique choisi par le médecin et sa liberté se limite à pouvoir changer de médecin traitant. Et donc, le patient n'a aucune initiative sur sa maladie ou sa santé. Et concernant le modèle délibératif, il y a une sorte de dialogue patient-médecin, consentement éclairé, autorisation de l'acte médical ou bien de l'intervention médicale, et en sorte, il y a une entente et alliance thérapeutique, mais ce modèle ne peut être instauré avec un enfant handicapé mental, personne dans le coma et la personne âgée confuse, en raison de leur conscience de soi et du sens moral minimum. À travers ces deux modalités relationnelles, on a deux conceptions concernant le rôle et l'attitude du médecin. Pour le modèle paternaliste, le médecin il est efficace, imperturbable, il a la vision objective du patient et de sa maladie. Il peut ainsi prendre des décisions d'expert et gagner en efficacité. Donc, son rôle il est beaucoup plus dans le compte-transfert. On va voir c'est quoi le compte-transfert à la suite. Et pour le modèle délibératif, le médecin il est empathique et humain. Il s'intéresse à la maladie de chaque patient, mais aussi il donne intérêt au vécu de la maladie, à sa situation personnelle, sociale et à son histoire. Grosso modo, la relation médecin-malade, c'est une relation professionnelle asymétrique, c'est-à-dire d'inégalité et non plus une relation subjective. Le médecin, c'est un technicien vis-à-vis de la demande du malade. Il est actif vis-à-vis de la passivité du malade. Il a le savoir technique devant un sujet qui souffre. Il a le pouvoir devant un questionnement. Il a l'identification, l'évaluation et la capacité d'écoute par rapport bien vis-à-vis de l'inquiétude et les sentiments de menace du patient qui cherche le soulagement et l'aide et la protection. On passe aux attitudes possibles du patient. Donc, on peut avoir une personnalité suggestible, c'est-à-dire une personnalité influençable vis-à-vis le patient, une personnalité émotive et dépendante, dramatique, rigide et méfiante. C'est-à-dire, il se trouve dans la revendication. Et par rapport aux types de demandes possibles, on a la demande claire et consciente, c'est-à-dire le patient il a la conscience, il a une conscience vis-à-vis de sa souffrance, et en même temps, il apprécie la consultation médicale. On a la demande masquée, c'est une demande de sentiment, c'est-à-dire le patient,
ou bien le malade, il cherche à investir une relation affective avec son médecin. La demande magique, c'est une demande de recette. La demande intellectuelle, le patient est présente sa souffrance de façon intellectuelle et avec distance. Il essaye de se donner un diagnostic à la place du médecin. La demande déplacée, le patient déplace sa souffrance vers une autre personne pour qu'il puisse s'engager. Par exemple, au lieu de dire أنا مريض, يقول لك صاحبي راه مريض, voilà qu'est-ce que vous pensez. La demande par tiers, c'est une demande par intermédiaire. Par exemple, la maman dit le bébé taha ou bien son enfant. Toujours dans les attitudes possibles du patient, donc on parle de transfert, ou bien le patient peut vivre une relation transférentielle vis-à-vis de son médecin. Donc le transfert, c'est une attitude infantile, c'est-à-dire c'est un mouvement de répétition des modalités relationnelles déjà vécues avec l'un des parents, et ça va être projeté dans la personne du médecin. C'est pour ça que le modèle paternaliste, le rôle du médecin, il se trouve dans le compte transfert, parce que pour lui, le patient, il est dans l'ignorance, mais c'est quelqu'un infantile, donc il va répondre le sujet, ou bien il va répondre le malade avec le compte transfert. Alors, le transfert, c'est un mouvement affectif du malade envers le médecin. On a généralement deux types de transfert. Il y a le transfert positif. Le malade éprouve des sentiments de sympathie, de confiance. Il y a une sorte de coup de foudre vis-à-vis un médecin parfait, c'est-à-dire le patient idéalise son médecin. Donc, c'est un médecin qui a le pouvoir et la puissance. Et pour le transfert négatif, il y a une image négative vis-à-vis le médecin. Donc, on parle là de relations antithérapeutiques. Concernant les attitudes du médecin, le médecin doit écouter et entendre de façon attentive son malade. Une écoute médiocre favorise le nomadisme médical, c'est-à-dire le patient ou bien le malade consulte différents spécialistes pour un même problème sans avoir une coordination entre ces spécialistes. À l'inverse, un patient qui bénéficie d'une écoute attentive suit mieux son traitement et vit mieux avec sa maladie. Un dialogue médecin-malade de qualité se fonde sur une écoute attentive et personnalisée de la part du médecin. Et rien de plus perturbant pour un patient que d'être face à un médecin visiblement discret et dont l'écoute est flottante, c'est-à-dire une écoute automatique. La deuxième attitude, c'est être empathique. Alors la notion de l'empathie concerne Carl Rogers, c'est un psychiatre et psychologue humaniste américain. Pour lui, l'empathie est la capacité de se mettre à la place d'autrui et percevoir, ressentir ce qu'il ressent sans perdre l'identité et sans avoir une confusion entre soi-même et l'autre. L'empathie ne signifie pas l'identification ni la sympathie. En anglais, l'empathie, c'est feeling out. Donc, pour un médecin empathique, c'est-à-dire c'est un médecin plus altruiste et il a moins des buts personnels par rapport à son carrière et la prestige. Et pour Carl Rogers, l'empathie, c'est une capacité mentale, cognitive et non pas une capacité affective. Donc, cette capacité, on doit l'apprendre à partir de 4 degrés qui sont le degré 0. Votre monde ne m'intéresse pas. Le degré 1, j'essaie de vous aider parce que c'est mon devoir. Le degré 2, j'essaie de vous comprendre. Le degré 3, on est 1, concernant la compréhension de votre préoccupation ou bien de votre souffrance. Alors, concernant l'empathie, c'est feeling out, c'est l'empathie, et non pas la sympathie, feeling in. Dans le feeling in, le ressenti, c'est-à-dire directement de la personne vis-à-vis cette personne. Donc ça, c'est feeling in, ma perception vis-à-vis à lui. Par contre, feeling out ou bien l'empathie, je dois me mettre à sa place d'abord, à sa place, à sa place, et puis
percevoir et ressentir ce qu'il ressent, cette personne. Donc ça, c'est feeling out ou bien l'empathie. Le contre-transfert, c'est toutes les attitudes conscientes et inconscientes du médecin face au malade et qui implique la neutralité bienveillante, c'est-à-dire le médecin doit être disponible pour accueillir le malade et il ne doit pas avoir un investissement affectif dans sa relation avec ce malade. La sérénité, c'est-à-dire ni dramatiser ni dédramatiser sa situation ou bien sa souffrance. La maîtrise des sentiments positifs ou négatifs vis-à-vis le malade. L'annonce d'une maladie grave, elle doit centrer sur le patient et non pas sur la maladie, avec une considération pour la communication verbale, gestuelle et empathique. Et elle n'est pas facile pour un soignant ou bien pour le médecin, parce qu'il y a toute une dimension psychologique derrière cette relation médecin-malade. Donc, en arrière-plan, on trouve chez le médecin la peur de la mort, peur des réactions émotionnelles du patient, une crainte d'être désapprouvé, et des mécanismes de défense possibles, on a les mensonges, la fuite en avant, pas d'espace pour le patient, c'est-à-dire il évite, fausse réassurance, rationalisation et évitement. Et pour que sa communication soit efficace avec le malade concerné par l'annonce d'une maladie grave ou bien pour ses parents ou bien son entourage, il doit présenter une disponibilité et situation d'écoute. Il donne une information adaptée, c'est-à-dire il fait un choix par rapport aux mots convenables à la culture de ce malade. Il respecte des silences. Il donne des questions fermées, ouvertes, des reformulations par rapport au discours du malade pour montrer son empathie, assurance de la compréhension et redonne la parole en fin de l'entretien. Pour avoir ces objectifs, sur le plan technique, il doit connaître le patient et savoir ce qu'il sait, évite le décalage, dire les mots, mais éviter la brutalité, c'est-à-dire de façon progressive, établir un plan initial avec le patient et des objectifs, l'interprétation des signes cliniques, ce qui amenait au diagnostic, programme de traitement, pronostic et soutien envisagé, c'est-à-dire il lui donne tout le cadre important par rapport à cette maladie. Et l'annonce, c'est la fin d'une certaine incertitude. Et par là, on peut envisager 3 réactions importantes. Sentiment d'arbitraire relié à l'impuissance. Pourquoi moi? C'est-à-dire il se reproche. Culpabilité, altération de sentiment d'appartenance. Le patient ne se reconnaît plus et pense être reconnu autrement. C'est-à-dire il ressent une blessure narcissique. Depuis ça, on me regarde différemment. Et pour cela, la conduite à tenir, c'est de l'accompagner et lui donner un soutien psychologique.